Dear colleagues, ladies and gentlemen, Chers collègues, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui célèbre la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Alors, le thème global de la Journée internationale 2022, c'est l'intelligence artificielle au gouvernement et l'accès à l'information. Les participants de la conférence qui participent dans la conférence qui a lieu à Tashkent pour cette journée internationale vont adopter la déclaration de Tashkent qui est l'engagement des États membres reconnaissant les droits fondamentaux de l'accès à l'information, couvrant les principes de bonne gouvernance et les questions soulevées par l'intelligence artificielle et les technologies par rapport à l'accès à l'information et qui vont adresser les développements récents, c'est-à-dire un accès accru à l'information, la législation nationale et la mise en œuvre et ses modalités, visualisation, importance de l'accès à l'information, les garanties juridiques pour être inclusifs et surtout pour des personnes avec des handicaps et d'autres groupes marginalisés. La coalition regarde la recommandation de l'UNESCO comme catalyseur à travers les matériels de livres, le rôle révolutionnaire des partenariats, le renforcement des capacités numériques et les technologies et promouvant cela dans les sociétés avec l'objectif commun d'être plus proche des objectifs avec l'agenda des ODD 2030. Et avec cela, je voudrais d'abord donner la parole à mon collègue Asiatou Dabo qui expliquera le rôle de la recommandation. Vous avez la parole. La présentation va donc être portée sur la recommandation de l'UNESCO sur les REL et notamment les relations avec les rapports entre la recommandation et le droit d'accès à l'information. Je voudrais juste à l'entame de mon propos rappeler que la recommandation de l'UNESCO sur les REL s'inscrit dans le sillage de deux articles fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment l'article 19 qui prévoit que les êtres humains ont des droits inaliénables et des libertés fondamentales qui comprennent le droit de recevoir et de répandre l'information par quelque moyen que ce soit, sans distinction de frontières. C'est l'article 19 et aussi le droit à l'éducation qui est prévu par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La recommandation s'inscrit également dans le sillage de l'engagement constitutionnel de l'UNESCO en faveur du libre échange des idées et des connaissances, en ce qu'il soutient le partage des connaissances à l'aide des technologies. Next slide. Alors, comme vous pouvez le constater, la recommandation de l'UNESCO sur les REL, c'est une recommandation qui a été adoptée à l'unanimité des États membres de l'UNESCO, notamment en 2019 par la conférence générale. Et c'est un instrument normatif qui prévoit le partage de ressources éducatives libres, qui prévoit le partage de ressources éducatives libres, inclusive et équitable, ainsi que la coopération internationale autour des ressources éducatives libres. Et j'aimerais aussi rappeler qu'à ce jour, il s'agit du seul instrument normatif international qui traite des questions de technologie, des questions portant sur les technologies dans l'éducation. Il faut aussi savoir, et ça c'est très important, que la recommandation nous propose une définition des ressources éducatives libres et cette définition repose sur deux éléments essentiels. Alors le premier élément, c'est que les ressources éducatives libres sont des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. Et deuxièmement, ces matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche doivent être dans le domaine public ou lorsqu'ils sont protégés par des droits d'auteur, ils doivent revêtir une licence ouverte. Et ça aussi, c'est très important vu que ce sont ces licences ouvertes-là qui permettront au public le droit et les autorisations de consultation, de réutilisation et d'utilisation à d'autres fins, d'adaptation et de redistribution gratuite par d'autres. Next slide, please. Comme vous pouvez le voir, next slide. Comme vous pouvez le voir, la recommandation est très inclusive et très multipartite. J'en veux pour preuve la longue liste de
de parties prenantes que vous pouvez voir sur l'écran et dont je vais vous épargner la lecture. Mais je vous conseille quand même d'aller sur le site de l'UNESCO et de jeter un œil dessus. Next slide, please. Alors, la recommandation comporte des objectifs. Et les objectifs, notamment des domaines d'action. Les domaines d'action sont au nombre de 5. Le premier domaine d'action, notamment, l'un des plus importants, ainsi que le deuxième. Le premier concerne le renforcement des capacités. Alors, ce qu'on veut véhiculer ici, c'est que les mesures concernant le renforcement des capacités doivent permettre aux parties prenantes de comprendre la valeur ajoutée des REL. Ces parties prenantes doivent avoir la capacité, le savoir-faire ainsi que les compétences juridiques pour développer des REL. Le renforcement des capacités doit aussi faire en sorte que les outils qui sont utilisés soient sous licence ouverte, que les plateformes soient ouvertes, de sorte à permettre à ce que les REL soient facilement trouvés, parce que ça, c'est un problème fondamental, de trouver facilement des REL. Et le renforcement des capacités doit aussi permettre l'interopérabilité des données et des métadonnées. On en arrive au deuxième domaine d'action qui concerne les politiques en matière de REL. Et ici, on veut mettre l'accent sur le fait que les licences ouvertes doivent caractériser tous les modèles de distribution des REL. Deuxièmement, on doit aller vers l'adoption de directives, de normes et d'autres documents d'orientation au niveau national et au niveau institutionnel, de sorte à stimuler la création des ressources éducatives libres. En matière de politique, il faudrait aussi plus d'incitation au développement professionnel des enseignants pour l'accès, l'utilisation, la distribution de REL. Et il faudrait aussi une harmonisation des politiques entre les politiques REL et des politiques connexes, notamment les politiques relatives aux licences ouvertes, les politiques relatives aux données ouvertes, aux données libres ainsi qu'aux logiciels libres et à l'accès libre. Alors, le troisième domaine d'action qui est relatif aux REL de qualité multilingue et inclusive, il y a 3 piliers essentiels. C'est que premièrement, les REL doivent être le multilinguisme doit être réel en matière de REL et notamment, il faut penser à aller au-delà de l'anglais et intégrer d'autres langues. Deuxièmement, faire en sorte que les ressources éducatives libres soient disponibles pour les personnes en situation de handicap, mais aussi d'autres groupes vulnérables et même permettre l'accès des ressources éducatives libres en mode hors ligne. Alors, troisièmement, en matière, toujours dans le cadre du domaine d'action 3, il faudrait faire en sorte qu'en général, les investissements publics prennent en compte cette question d'accessibilité des REL. Et le quatrième pilier, c'est la qualité. Il faut faire en sorte que les REL soient de qualité. Et pour ce faire, il faudrait recourir aux mécanismes traditionnels et non traditionnels d'assurance qualité. Le quatrième domaine d'action, on en arrive au quatrième domaine d'action qui concerne la durabilité. Ici, il faut retenir 2 choses. C'est qu'il faut développer des modèles là aussi traditionnels et non traditionnels de durabilité. Mais le plus important, c'est de mettre l'accent sur le fait que les enseignants et les apprenants ne doivent pas supporter le coût des ressources pédagogiques. Et deuxièmement, il faudrait renforcer les mesures d'incitation au développement de ressources éducatives libres. Le quatrième domaine, c'est la coopération internationale. Elle peut être interinstitutionnelle, régionale et aussi sectorielle. Et je pense que la coalition dynamique sur les REL, c'est le modèle le plus concret de cette coopération internationale. En tout cas, c'est un début. Next slide, please. Alors, je voudrais également vous parler de l'exercice de suivi de la recommandation. Vous n'êtes pas sans savoir que les recommandations, comme les autres instruments normatifs de l'UNESCO, notamment les conventions et les décisions, il y a un mécanisme de suivi qui est mis en œuvre et notamment, il y a un rapport quadriennal que les États membres sont censés produire
pour informer sur l'état de la mise en œuvre de la recommandation au niveau national. Et là, actuellement, on est en plein dans le premier exercice de suivi de la recommandation sur les REL. Donc, le point de départ, c'était la lettre circulaire qui a été envoyée par la directrice générale aux États membres, leur invitant à soumettre leur rapport. Et donc, les États membres ont jusqu'au 31 janvier pour envoyer leur rapport. Nous mettrons tout à l'heure le lien du questionnaire qui a été préparé dans ce cadre. Et j'aimerais juste rappeler aussi que ce sont aux États membres de remplir ce questionnaire-là. Next slide. J'en arrive donc au terme de ma présentation. Je voudrais quand même vous inviter à rejoindre la coalition dynamique pour les REL si vous voulez avoir plus d'informations sur nos événements, nos activités et toutes les initiatives REL en général, aussi bien de l'UNESCO que de nos partenaires. Et je vais mettre le lien dans le chat ainsi que le lien du questionnaire. Vous pouvez bien sûr le partager dans tous vos réseaux. Et je vais également mettre l'adresse à laquelle vous pouvez nous joindre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you for this very, Merci beaucoup. Merci pour cette vue d'ensemble tout à fait claire. Sur ce, j'aimerais ouvrir la discussion et vous donner la parole pour les présentations. Tout d'abord, notre premier orateur, Dr. Patrick Paul Walsh, qui est le vice-président de l'éducation et directeur de l'Académie SDG Academy. Vous avez la parole. Merci, Zénab. Merci pour cette excellente présentation sur la recommandation de l'UNESCO et cela vaut vraiment la peine d'être lu. C'est une grande inspiration, cette recommandation. Et je vous parlerai un petit peu des travaux que nous essayons de faire en essayant de faire rejoindre les partenariats pour mettre en œuvre ou faire avancer la recommandation dans une réalité, en une réalité. Je voudrais partager, donc tout d'abord, belle journée à tout le monde, journée internationale de l'accès universel à l'information. J'espère que vous pouvez voir les diapositives. Le focus que j'aimerais apporter est cette idée d'avoir des partenariats pour faire avancer la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO sur les REL qui a été si bien décrite tout à l'heure. Et je suis Paul Wall, je suis directeur du SDG Academy et je suis également vice-président pour l'éducation. Nous avons notre rapport annuel qui vient de sortir. Et vous avez le code si jamais vous voulez prendre une photo, ça vous permettra de regarder nos activités cette dernière année. Et nous produisons les ressources REL, voilà, libres pour tout le monde, des cours en ligne. Vous avez une certaine sélection qui est montrée à l'écran. Et vous pouvez aller sur edX, notre plateforme principale, et vous êtes libre de faire suivre ces cours sur le développement durable, différents aspects de développement durable. Nous avons, pour ce qui est de la mission 4.7, cible 4.7, est très alignée à la recommandation. L'idée que de préscolaire jusqu'à l'université et au-delà, jusqu'à l'apprentissage tout au long de la vie, jusqu'à la fin, tout le monde, absolument tout le monde peut avoir l'éducation STEM et pour le développement durable. Nous pouvons veiller à ce que les gens ont accès à l'éducation pour le développement durable, car à chaque étape de notre vie, nous dépendons de la nature et que les personnes doivent être éduquées pour comprendre comment ils coexistent avec la nature et la société, la gouvernance, etc. La vie doit être axée sur la connaissance et l'éducation pour le développement durable. Et c'est sur quoi nous travaillons, fournir le contenu à tous les stades de l'éducation, de l'école jusqu'à l'université et de l'éducation professionnelle au gouvernement, dans les entreprises et la société civile. Donc, c'est une initiative de notre centre, mais également le centre Ban Ki-moon pour les citoyens globaux et
l'UNESCO ainsi que le Centre du développement durable de Colombie. Alors, moi, j'aime bien dire dans cette conversation, établir le cadre et dire que nous avons fait pas mal de travail dans l'université de Dar es Salaam en Tanzanie où j'étais chancelier et il y a un logo qui disait que la connaissance et la liberté. Et l'éducation et le rôle de l'éducation et le rôle de l'accès à l'information. Et si vous réfléchissez là-dessus, vous vous rendrez compte que l'accès à l'éducation et la connaissance est vraiment la voie vers les libertés socio-économiques et que tout être humain doit avoir. Et créons cet espace sûr pour l'humanité et atteignons ces ODD. Mais dans ce contexte, j'avais écrit quelque chose pour AIU, dans un magazine qui s'appelle Horizon, qui s'appelle les Global Knowledge Commons, les biens communs et des connaissances. Mais vous savez, dans les universités qui ont beaucoup de ressources, la connaissance qui s'y trouve n'est pas toujours pour la durabilité ou pour le développement durable. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour créer des cours, des programmes scolaires, du contenu, du curriculum pour les ODD, parce que cela n'existe pas encore. Il y a beaucoup de connaissances, mais on dit que les connaissannes ne sont pas toujours vertueuses. La connaissance, enfin, dans le cadre, dans ces knowledge commons que nous avons besoin pour cet espace sûr pour l'humanité, nous avons tout d'abord besoin de créer cette connaissance. Et même dans les universités avec beaucoup de ressources, ceci n'est pas nécessairement l'orientation. Et la deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas juste avoir l'accès aux connaissances dans les universités des pays à ressources. Cette connaissance, nous devons renforcer les capacités partout dans le monde et nous assurer que dans les cadres à revenus faibles et moyens, on puisse avoir accès à ce contenu et que nous devons promouvoir la création des connaissances dans ces environnements et que nous pouvons transférer le curriculum qui doit être obtenu, traduit, localisé, adapté et véritablement les institutions d'enseignement supérieur devraient agir et savoir qu'ils ont la responsabilité de partager cette connaissance et à travers le globe, à travers le monde. Et c'est quelque chose qui doit avoir lieu si nous devons avoir les connaissances pour garder le lieu sûr dans le monde entier. Ensuite, pour ce qui est du curriculum, comment les faire entrer dans la politique pour la formation des enseignants, pour la formation des professionnels, pour les rentrer dans les politiques, former les décideurs politiques. Il est important d'avoir une stratégie pour que cette connaissance soit mise en œuvre, rentre dans la politique aussi rapidement que possible, car le temps nous est compté lorsque nous pensons à la biodiversité, etc. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, en réfléchissant à cela, le premier partenariat qui a eu lieu et que j'expliquerai dans un instant, la première fois que nous avons présenté, c'était dans le forum Sciences, Technologies, Information aux Nations Unies au mois de mai, et de réfléchir comment la connaissance peut être ouverte et accédée, transférée, distribuée, adaptée. Il est devenu très clair que nous avons une infrastructure numérique que nous pouvions utiliser, et ce sont des bibliothèques, les répertoires, les Nations Unies en ont une, avec des instituts de enseignement supérieur ont les répertoires, les bibliothèques publiques, et que cette infrastructure se trouve partout. Et nous avons ce Digital Highway, cette voie numérique où le contenu peut être mis dans ce commun de connaissances mondiales et le disséminer partout dans le monde et permettre aux gens de l'utiliser, de le adapter
et tout comme suggère la recommandation de l'UNESCO sur les REL. Donc voici pour le forum STI. Nous l'avons emmené encore plus loin car nous avons décidé de pouvoir le présenter au pré-sommet de l'éducation transformatrice, donc transformer l'éducation pour le développement durable, quelque chose des REL viables, interopérables avec les répertoires et réfléchir sur l'innovation numérique, les innovations numériques et nos partenariats diamants, comme nous les appelons. Car c'est une chose d'avoir la technologie, n'est-ce pas, et le contenu, euh, mais de préparer ce contenu, de mettre les licences et de les mettre dans les bibliothèques et de faire en sorte que ça soit utilisé, il faut des partenaires pour pouvoir le faire. Et ici, le 17 septembre, vous avez une session au siège des Nations Unies ce sommet sur l'éducation transformatrice, vous transformez l'éducation pour le développement durable en mettant en œuvre de la recommandation de l'UNESCO sur les REL avec un partenariat multipartie prenante. Alors, ceci nous permet de nous rendre compte que, alors que nous étions en train d'avancer et nous étions en train de mettre en œuvre la recommandation REL, si vous regardez, étudiez cette recommandation, on est aligner la mise en œuvre, ce qui mène ces partenariats. À toute présentation, il fallait avoir des coordinateurs. Il y avait deux gouvernements. Il y avait la mission de l'Irlande et du Ghana aux Nations Unies, étaient nos deux co-sponsors. Et il fallait également avoir une agence des Nations Unies, donc UN Academic Impact, UN Library et le SDG Academy Mission 4.7. Donc, je ne peux pas vous présenter tout maintenant, mais l'idée, c'est que les gouvernements eux-mêmes ont appuyé ce mandat et les ministres, et surtout avec ce suivi, ils se sont rendus compte que lorsque les ressources éducatives sont en ligne, ils peuvent être conçus par un comité le A12, les écoles élémentaires, primaires, secondaires, le curriculum peut-être dans les universités, dans les systèmes apprenants. Il faut à un moment donné que le leadership dise qu'il ne faut pas le signer pour la commercialisation, déposez-le, le rendre disponible pour le bien public mondial. Et ceci exige qu'il y ait un mandat. Le gouvernement doit comprendre que potentiellement toutes les ressources éducatives peuvent être mises dans des bibliothèques, partout dans les écoles, partout dans les bibliothèques de tous les secteurs et que les REL sont libres à utiliser. Mais les gouvernements doivent, à un moment donné, arrêter de dire nous allons donner cela à une entreprise, enfin une maison de publication qui va le commercialiser, le vendre. Et en fait, pour les publications universitaires et ce qui se passe aux données universitaires, ne peut pas arriver aux ressources éducatives. Il faut les protéger et mettre une licence ouverte sur cela pour être sûr qu'ils soient disponibles et libres pour le public dans vos pays, à travers différents pays. Donc voilà pourquoi nous devons travailler avec les ministres de l'Éducation de par le monde pour nous assurer qu'il ait ce mandat et également les juristes et le système de licences libres pour que les licences soient appropriées pour ce genre de ressources. Et il faut travailler sur les répertoires pour mettre ces principes et montrer aux gens comment on dépose une ressource éducative dans un répertoire et l'aligner au système des Nations Unies, ainsi que les taxonomies des ODD développées par l'UNDESA et les bibliothèques, travailler avec ceux qui élaborent le contenu, et ça c'est l'UN Academic Impact, et IAU et l'université et les réseaux pour qu'on puisse fournir le contenu et ce n'est pas disponible comme vous le pensez. Et finalement, lorsque cela se trouve dans les répertoires, il
faut qu'il y ait l'opportunité pour l'utilisation publique pour former les éducateurs, les enseignants dans toutes les parties du monde, dans toutes les langues du monde. Et bien évidemment, la formation tout au long de la vie avec des partenariats et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc voilà pour montrer comment, dans un sens, toutes les parties sont là, la valeur ajoutée est créée par les partenaires. Il y a des coûts de démarrage, etc., bien sûr, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc je vais m'arrêter là. Voici mon équipe. Et dans l'Académie ODD, SGD Academy, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les partenaires et les bailleurs qui nous permettent à fournir ces ressources libres. Et voici nos sites web et nos liens sur les médias sociaux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Merci, merci, Dr. Walsh. Je vais maintenant donner la parole à Mihajela Shrenko, qui est directrice de la communication et des partenariats au Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle sous l'égide de l'UNESCO, l'IRCAI. Merci, merci Zaina pour cette présentation. Chers participants, chers orateurs, je suis très heureuse d'être ici, présente pour célébrer la Journée internationale d'accès universel à l'information et de faire partie de la coalition dynamique des REL. Pour reprendre ce qui a été dit par le Dr. Walsh et ce qui a été dit jusqu'à présent, je suis très heureuse d'être ici présente pour vous parler de la technologie que nous avons développée à travers les années et pour mettre l'accent sur les partenariats avec plusieurs parties prenantes et parler de leur importance. Donc, je vais premièrement vous parler le contexte afin que vous compreniez mieux l'historique. Alors, comme je pense que vous connaissez sûrement l'IRCAI, mais je vais quand même présenter ce centre de recherche qui est donc le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle sous l'égide de l'UNESCO qui a pu être mis en place grâce à la Slovénie. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale de 2019 de l'UNESCO. Depuis, nous tentons d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à l'information. De plus, nous tentons d'utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la fausse information. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès au REL, qui n'est pas limité à des formats, des sites spécifiques, des langues ou des répertoires spécifiques. Nous avons une très haute ambition. Nous avons d'ailleurs connu certains succès. Et nous sommes engagés, nous souhaitons accélérer cette technologie afin que tous les apprenants autour du monde aient accès à un apprentissage de qualité. Nous souhaitons promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour atteindre tous les ODD. Et d'ailleurs, l'équipe de l'IRCAI travaille depuis longtemps sur les REL. Nous souhaitons soutenir les objectifs stratégiques des programmes de l'UNESCO, je l'ai déjà dit. Et depuis notre création en 2020, à cause du coronavirus, cela a pris du retard, nous avons pu construire une collaboration internationale grâce à notre approche avec plusieurs parties prenantes et réellement avoir une approche internationale. C'était notre approche principale. Donc, nous avons commencé nos travaux avec la Commission européenne, le gouvernement de Slovénie, l'UNESCO, d'autres organisations, d'autres collaborateurs dans des pays en développement et pays développés. Nous continuons nos travaux afin d'atteindre les ODD en utilisant l'intelligence artificielle. Et l'ODD 4 et les REL ont toujours été notre priorité, comme je l'ai déjà dit. L'équipe à l'IRCAI, l'équipe internationale et l'équipe de Ljubljana en Slovénie
sont des experts en termes d'intelligence artificielle. De plus, nous avons pu avoir accès à du contenu REL. De nombreux projets et de services ont également pu être mis en place qui peuvent être appliqués à ressources éducatives et à l'enseignement. Donc, nous avons plusieurs partenaires et ces partenaires travaillent maintenant main dans la main. Et c'est depuis 5 ans, ils ont formé un consortium afin d'atteindre les objectifs de notre projet Horizon. Et ce projet Horizon s'appelle X5GON. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de X5GON pour mieux comprendre le projet qui a été mis en œuvre, car les résultats de ce projet sont cruciaux pour notre avenir. C'était un projet nouveau qui crée une solution pour aider les utilisateurs ou les apprenants à trouver ce dont ils ont besoin, non seulement dans les répertoires des REL, mais dans toutes les ressources ouvertes en libre accès sur Internet. Cette solution est adaptée aux besoins de l'utilisateur et cette solution apprend comment faire des recommandations afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage de l'utilisateur. C'est une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'accéder des REL à n'importe quel endroit dans le monde et à n'importe quel moment pour tous les apprenants. On peut se poser une question. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour cela? Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle au sein de cette recommandation? Eh bien, l'intelligence artificielle permet d'offrir des REL dans de nombreuses langues différentes. En effet, nous utilisons la technologie pour traduire automatiquement des REL, mais également pour créer des transcriptions de vidéos. Et cela, nous le faisons sur plusieurs formats différents de REL, que ce soit du texte, des PDF ou encore des vidéos. Et pourquoi est-ce que cela est utile, le fait d'avoir plusieurs langues? Nous avons, lors de notre dernière collaboration dont je vous ai parlé tout à l'heure, développé une solution qui s'appelle Wikify. C'est un service qui permet d'annoter et d'inclure des concepts Wikipédia dans des textes. Et cela peut être disponible sur différents sites et dans différentes langues. Je vais donc vous présenter tout cela. Je vais vous montrer les résultats de ces différents services que nous avons pu mettre en place. Je vais d'ailleurs partager mon écran maintenant. Donc, la plateforme que je vais vous montrer s'intitule X5Learn, X5Learn, et c'est sur ce produit que nous travaillons. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran. Alors, ceci est l'environnement pour l'utilisateur. C'est un test. Vous pouvez tous avoir accès à ce site. N'hésitez pas à vous inscrire et explorer le site. Vous pouvez créer votre propre liste de REL, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez partager ce que vous avez créé en termes de contenu. Et pour que vous vous sentiez impliqué, nous allons faire une recherche sur l'UNESCO. En effet, quand on tape UNESCO, il y a 1746 résultats. Quand on tape UNESCO dans la barre de recherche, notamment sur les recommandations en termes de REL. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la vidéo est segmentée à l'écran. Alors peut-être que ça ne vous paraît pas grand-chose, mais en fait, quand on s'intéresse à la technologie, cela est réalisé grâce à une automatisation d'apprentissage automatique et une traduction automatique.
Et tout cela provient du service de contextualisation Wikipédia. Si maintenant on pense au répertoire, il y a un exemple d'un répertoire à l'écran. Ces systèmes-là peuvent avoir des systèmes de recommandation au sein de leur site pour lier leur site à d'autres répertoires et à d'autres sites en différentes langues. C'est exactement cela que nous construisons actuellement. Nous souhaitons le promouvoir et j'espère que de plus en plus de répertoires vont vouloir partager en quelque sorte leurs utilisateurs. Car en effet, le but, c'est de partager les connaissances et de ne pas faire de profit. Du moins, c'est le nôtre. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à ces options. Elles sont très utiles, elles ont un très fort potentiel. Nous avons, comme je l'ai dit, de très grandes ambitions. Nous souhaitons adapter cet environnement à différentes langues, à différentes cultures. Nous aimerions inclure des langues à faibles ressources. Il existe des données et nous souhaiterions que toutes les données que nous avons de disponibles pour le moment soient disponibles également dans ces langues à faibles ressources. Si vous avez un répertoire et que vous souhaitez avoir accès à notre contenu, n'hésitez pas à prendre contact et à entamer la conversation avec notre collègue qui est un acteur clé de ce projet-là. Donc, comme nous l'avons vu aujourd'hui, le projet X5 Gone, X5 Gone a été un succès. Et nous allons continuer notre travail avec les mêmes objectifs au sein de l'IRCAI et avec les chaires UNESCO avec lesquelles nous travaillons. Nous avons un réel engagement de promouvoir la technologie, promouvoir le partage de connaissances. Tout cela est ancré dans nos activités. Et j'aimerais vous parler d'une activité en particulier qui n'est pas seulement une affaire de technologie. C'est un projet que nous avons lancé en mars de cette année qui contient déjà 60 membres. C'est un réseau et notre but principal est de combler l'écart de recherche, comme on l'appelle. Et nous pensons que la seule manière de pouvoir faire cela est d'engager un dialogue dynamique entre différentes parties prenantes et en partageant des informations et des connaissances. Ce que nous pouvons faire grâce notamment à la technologie et grâce à la coopération au sein du monde de la recherche. Cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable et pour avoir plus de solutions que de défis. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Le prochain orateur sur la liste est le Dr Werner Werstermann Juarez de la Bibliothèque du Congrès de Chili. Il va nous parler de l'éducation ouverte. Werner, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis à Santiago, au Chili, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale d'accès universel à l'information. Je vais donc relier tout cela à l'enseignement libre au sein de la coalition dynamique. Donc, l'accès universel à l'information est aujourd'hui reconnu comme un droit humain fondamental. Donc, toute personne a le droit de rechercher, recevoir et répandre des informations. Et aujourd'hui, nous avons différents types d'informations. Des connaissances, par exemple, ou des données, ou des ressources éducatives. Et c'est un droit fondamental, car le droit d'accès à l'information nous permet d'avoir d'autres droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression ou la liberté de la presse.
si les citoyens comptent participer à la prise de décision au sein de leur communauté, eh bien, il faut que ces citoyens soient des citoyens informés afin qu'ils puissent réellement contribuer au développement durable. Autre aspect clé sur le droit à l'information, en 2015, le programme à l'horizon 2030 a été lancé et le droit à l'information est un des aspects clés pour atteindre tous les objectifs de développement durable. Autre aspect essentiel en ce qui concerne le droit à l'information, j'aimerais vous parler de la promotion de lois qui protègent le droit à l'information et également la promotion d'institutions qui protègent le droit à l'information. D'ailleurs, dans mon pays, nous avons une loi qui protège l'accès à l'information et nous avons également une institution, le Conseil de la transparence, qui protège ces droits-là. Donc, cette journée-là, la conférence générale de l'UNESCO en 2015 a réellement eu un effet dans différents pays. J'aimerais également relier tout cela au thème de cette année, qui est l'intelligence artificielle et la e-gouvernance. Et selon moi, c'est extrêmement intéressant. En effet, de nos jours, les gouvernements se doivent d'avoir une meilleure relation avec leurs citoyens, de manière efficace, je veux dire. Et le numérique a permis au gouvernement de mettre en place de nombreux services afin d'être mieux connectés à leurs citoyens. Et donc, l'accès universel à l'information pose des questions de la transparence. Et l'accès à l'information permet la participation citoyenne et également que les gouvernements rendent des comptes. Et la participation citoyenne et le fait de rendre des comptes sont la base d'un gouvernement ouvert. C'est une nouvelle relation entre les gouvernements et les citoyens. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies dans des contextes numériques, on pose souvent la question des données, car les données nous permettent de mettre en place toutes ces techniques et ces technologies. Attendez, s'il vous plaît, ne passez pas à cette diapositive. Les gouvernements ont mis en place des partenariats de gouvernement ouverts et l'un des leviers de cette e-gouvernance, ce sont les données ouvertes, les données libres, c'est-à-dire des informations libres et disponibles pour les citoyens. C'est un réel levier. Prochaine diapositive. Exemple de cela, les données ouvertes dans l'enseignement. Au sein des partenariats de gouvernement ouvert, nous avons de très bons exemples. Donc voici un exemple, l'exemple des bulletins de notes. C'était un projet très intéressant. Les pays ont mis sur pied une liste de données sur différents thèmes. Par exemple, les cantines scolaires, la distribution de manuels scolaires et d'autres thèmes encore. Et dans un bulletin de notes, on reçoit des notes. Et le fait que des données soient publiées a réellement changé la relation entre les parents et l'école. Car en effet, les parents peuvent ainsi avoir un meilleur suivi de ce qui se passe à l'école. Et voici donc un exemple concret de ce que peut changer les données ouvertes au sein de l'éducation et de l'enseignement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cette discussion sur les données
au sein de l'éducation est assez précoce. J'aimerais attirer votre attention sur ce rapport qui a été publié il y a une semaine dans le cadre du sommet sur la transformation de l'éducation. Ce rapport a été mis sur pied grâce à la commission haut débit et partage des informations fort intéressantes sur les données et l'éducation. Donc, je vous invite à le lire car il est très intéressant. J'aimerais maintenant que nous revenions à notre thème principal, donc les ressources éducatives libres. Comment est-ce que les ressources éducatives libres sont liées à l'accès à l'information? Eh bien, pour être libre, il y a deux conditions. Des ressources éducatives qui permettent différentes permissions. Donc, soit ces ressources sont dans le domaine public, en libre accès, ou soit ces ressources éducatives ont reçu une licence pour leur utilisation. Donc, vous avez sûrement entendu parler des droits d'auteur. Les droits d'auteur empêchent l'utilisation par des tiers de certaines ressources. En effet, l'auteur est le seul à pouvoir les utiliser. Autre condition, une condition technique cette fois. Nous avons des normes spécifiques. On peut également parler d'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être disponible sur différentes plateformes, que ces ressources soient disponibles sur différents sites. Et il faut également citer le fait que les données doivent être lisibles par des machines. Donc tout cela, les normes d'interopérabilité et la lisibilité fait partie de l'aspect technique. Donc même si les ressources sont libres, elles n'ont pas forcément un effet, un impact. Elles ont un impact seulement si les ressources éducatives sont utilisées et réutilisées. L'accès ne suffit pas. Il faut que l'accès déclenche l'utilisation et la réutilisation. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle de données. Ce n'est pas parce qu'on a une liste de données que l'on crée de la connaissance. Il faut utiliser ces données de façon à créer de la valeur ajoutée. Et lorsque l'on parle de REL, il y a différentes utilisations qui ont été regroupées. On parle ici des 5 R qui sont retenir, réutiliser, réviser, remixer et redistribuer. Ce sont les 5 utilisations principales qui permettent donc l'aspect libre d'une ressource éducative. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Vous connaissez tous la recommandation. De plus, la présentation de notre collègue nous a présenté les différents champs d'action de cette recommandation. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous nous concentrions sur le numéro 3, qui est l'accès à des REL de qualité. Non, et pas n'importe quel accès, un accès qui soit inclusif, équitable et effectif. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Précédente, excusez-moi, est-ce que vous pourriez revenir à la diapositive précédente? Alors, quand on parle d'un accès effectif, inclusif et équitable à des REL, la recommandation est très claire en ce sens. Cela ne peut arriver que si nous partageons nos ressources dans des formats libres. Je vous ai parlé des conditions techniques tout à l'heure. Donc, il faut que l'accès soit équitable. De plus,
l'accès doit être disponible pour tous les apprenants. Et quand je dis tous les apprenants, on ne parle pas seulement des apprenants qui font partie de l'éducation formelle, mais également les apprenants de l'éducation de l'enseignement informel. Autre aspect clé lié à l'inclusivité, c'est permettre l'accès à ces ressources éducatives aux groupes vulnérables. On peut citer de nombreux groupes vulnérables, les personnes qui ont des besoins éducatifs spéciaux, les personnes autochtones, les personnes vivant dans des communautés rurales, les personnes migrantes, personnes réfugiées et personnes déplacées. Et on peut également ajouter à cela les personnes qui sont confrontées à des guerres ou à des événements climatiques désastreux. Autre aspect de l'inclusivité, l'égalité de genre et l'égalité femmes-hommes. Et la recommandation nous pousse à nous améliorer en ce sens. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, la recommandation donne 2 recommandations spécifiques au sein de l'accès à des REL de qualité. Premièrement, que cet accès doit répondre le mieux possible aux besoins des apprenants, mais également à leur situation matérielle. Et nous devons donc avoir une stratégie qui se concentre sur les besoins, non seulement en ligne, mais également hors ligne. Et il y a des défis au niveau des ressources disponibles hors ligne. En effet, il est également inclus dans l'infrastructure qu'il faut promouvoir les investissements dans les infrastructures TIC, notamment dans les communautés à faible revenu et rurales. Et j'aimerais vous donner un exemple maintenant, un exemple de la manière dont nous mettons en œuvre cette recommandation à travers différents projets. Alors, excusez-moi, désolée. Les interprètes ont accepté de rester quelques minutes en plus, mais si vous pouviez terminer votre présentation assez rapidement afin que nous ayons du temps pour les autres orateurs, ce serait très bien. Est-ce que vous pouvez donc reprendre? Alors, je vais continuer, je vais terminer ma présentation et passer à la prochaine diapositive. Alors, comme nous le savons tous, la connectivité est très difficile, surtout pour les enfants. Et ils n'ont pas accès à la connectivité de manière directe. Autre besoin, il faut pallier les pertes d'apprentissage des apprenants de ces 2 dernières années dues à la pandémie. Nous avons donc créé un projet au sein duquel nous avons réutilisé des REL et nous avons aligné ces REL sur le programme d'éducation nationale. Nous avons également aligné ces REL sur les priorités, les champs de priorité. Dans un contexte d'urgence, donc dans le contexte de la pandémie, donc nous avons réutilisé des REL de qualité et créé des canaux d'apprentissage qui sont directement alignés sur les programmes d'éducation, et ce, de manière hors ligne. Nous avons construit ce canal d'apprentissage pour répondre aux besoins de nos apprenants, et nous l'avons fait à travers la plateforme Colibri, qui est une plateforme très intéressante en termes d'apprentissage. Je vous invite à vous y rendre pour en apprendre plus. Et nous avons eu des échanges très intéressants avec le ministère de l'Éducation. Nous avons mis en place ce programme dans les écoles, dans les communautés rurales. Et cela a été hors ligne. Nous avons suivi les étapes de la recommandation pour atteindre nos objectifs, trouver des solutions et s'assurer qu'il y ait des ressources éducatives pour nos apprenants. Merci à tous de m'avoir écouté.
Nous sommes en train de célébrer l'accès universel à l'information. Je parle des Pays-Bas et je suis là pour discuter le rôle des bibliothèques dans les REL. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, les REL ont été introduits très très bien par les orateurs précédents et je voudrais attirer votre attention sur le brief pour les bibliothèques de IFLA en 2019 qui soulève certaines des choses déjà évoquées et construit sur les orientations de l'UNESCO. IFLA encourage activement l'adoption des méthodes libres par le biais des comités tels que le Copyright et Legal Matters, affaires juridiques, de groupes de travail tels que Wikidata et Wikimedia, et notre récente déclaration sur l'accès libre 2022. Et comme je vous ai dit, le setting par défaut est libre. Et nous voyons les REL comme une façon d'adresser les besoins diversifiés des utilisateurs généraux des bibliothèques, des éducateurs et des apprenants de tout âge. Le RL permet à la fois au contenu produit dans le monde entier d'être utilisé dans différents endroits et ces facteurs qui sont produits localement et adaptés localement et modifiés localement pour les apprenants qui en ont besoin. Pour les apprenants d'une diversité socio-économique, diversité culturelle, d'handicap, promouvant l'égalité des genres. La technologie ne résout pas tout, bien évidemment. Il y a de réelles disparités d'accès et les contenus libres permettent la production de ce matériel qui puisse être adapté localement. Ensuite, il y a le contexte plus large des engagements avec le copyright, le droit d'auteur. Nous pensons qu'il est important que les gens puissent utiliser le contenu, y compris au titre de matériel qui est sujet au droit d'auteur, au copyright. Donc, Know Your Rights, connaître vos droits, il ne s'agit pas juste des droits, mais il y a des parties de la tradition et les droits d'utilisateurs à l'accès pour promouvoir l'éducation, l'innovation et encourager d'autres avantages sociaux en engageant avec l'OMPI et d'autres droits pour la promotion de limitation et d'exception de tout droit d'auteur pour que les utilisateurs, que les bibliothécaires puissent partager et préserver le contenu. Il y a différents défis, des modèles actuels de droit d'auteur restrictifs présentent de nombreux défis ambiguïtés dans le cadre d'initiatives COVID-19, alors que les bibliothèques fermaient temporairement leurs portes et que enseignement et contenu se déplaçaient en ligne, accélérant ainsi la demande de moyens d'accès numérique. Nous avons constaté que les questions se posent dans le monde quant à savoir le contenu qui pourrait être utilisé sur place dans les bibliothèques et dans les salles de classe pouvant être utilisées légalement dans les espaces en ligne ayant des objectifs similaires. Vous avez des contenus que les utilisateurs ont le droit légal à être utilisés, mais pendant, des fois, ils sont exclus et qui différencie, si vous voulez, entre droit légal et droit illégal. Et ceci permet de mettre hors jeu les utilisateurs réels. Ensuite, des différents problèmes d'avoir des licences pour les livres électroniques, les consommateurs privés. Un livre physique, par exemple, peut être acheté, mais les livres électroniques ont une licence pour une période de temps et donc à des taux très, très élevés, à des prix très, très élevés. Les librairies ne peuvent pas acheter des livres scolaires et donc le prix incombe donc aux étudiants. Alors, produire le contenu de haute qualité en tant que tel
mais atténuer les défis posés par les systèmes actuels de licences restrictives et posés par les droits d'auteur, même lorsqu'il y a des défis que gestion des droits sociaux complique également les règles et d'autres utilisations légales. Nous avons le reader copyright qui est disponible de différentes sites web de Gruyter et d'autres dépôts des flats. C'est 570 pages, 20 chapitres et constitue une ressource considérable sur les droits d'auteur tels que le contenu généré par l'utilisateur, le contenu ouvert, l'exploration de textes et de données, ainsi que leur application pour les bibliothèques. Alors, avec cela en tête, les bibliothèques ont un rôle clé à jouer dans les règles, comme elles l'ont fait avec le contenu dans le passé, par la conservation et la préservation, comme a été dit par le premier orateur, pour fournir continuité, accès au contenu pendant des années, alors que fournissons immédiatement dans ceux qui en ont besoin de façon immédiate. Et pour que les personnes puissent se diriger vers le matériel qu'ils recherchent, qu'ils ne savaient même pas qu'il fallait chercher. Dans notre esprit, les règles sont adoptées par les personnes qui ont le soutien et le temps de s'y engager. Ainsi, le temps, la formation et l'encouragement sont utiles et les bibliothèques peuvent y contribuer. Notre déclaration qui est sur ce slide, les bibliothécaires ont joué et continuent de jouer un rôle clé dans le soutien des REL, soutien aux REL, en encourageant leur création, en assurant leur disponibilité, leur accessibilité, leur visibilité, en conservant les documents et en garantissant leur qualité, en fournissant des conseils en matière de droits d'auteur et de développement de compétences numériques des utilisateurs. Souligner les travaux de Spark Europe, une organisation basée aux Pays-Bas, sur le Open Science Libre, érudition libre, éducation libre. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ces sujets en accès libre, et vous avez les ressources d'éducation ouvertes pour les éducateurs, chercheurs et étudiants, et le parcours d'apprentissage de l'éducation ouverte pour les bibliothécaires, donc une collection de ressources éducatives ouvertes pour les éducateurs, chercheurs et éducateurs. Voilà. Et si vous êtes encore avec nous, les REL, ce sont des ressources vraiment très précieuses. Merci beaucoup de votre attention. Je voudrais beaucoup remercier les orateurs qui ont partagé leurs recherches, leurs idées, ainsi que l'équipe technique et les interprètes, et qui sont restés au-delà du temps qui leur a été demandé. Et merci à tous les participants d'avoir participé dans notre discussion. Et toutes les présentations montraient que l'accès à l'information est un domaine très large qui comprend et les licences libres et les REL sont essentielles pour l'accès à l'information et la recommandation joue un rôle tout à fait clé pour assurer que ces conditions qui sont nécessaires pour que cet accès ait lieu soient là. Et la licence est très importante, comme Dr. Walsh l'a dit. Il faut le mettre en œuvre et utiliser pour avoir davantage de pouvoir et dans ce système et que la connaissance est le pouvoir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui est restée avec nous. Au-delà du temps qui leur a été demandé, je vous souhaite une très, très belle soirée ou après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.